Bonjour à tous. On va commencer ce symposium donc ce soir. Merci et bienvenue pour ce symposium donc organisé par Johnson Johnson MedTech dans le cadre d'Europharmat. Donc, je m'appelle Cyril Chagnard, manager rencontre au sein de J&J MedTech France et je vous propose d'animer cette session. Alors, de quoi allons-nous discuter donc ce soir? D'économie circulaire, de bilan carbone, de politique achat, voire de critères achat RSE, en tâchant de répondre à une problématique, à une thématique des besoins des chirurgiens à la décarbonation des achats. Donc pour cela, on a réuni donc un groupe de pharmaciens et d'acheteurs pour qu'ils puissent vous partager aujourd'hui leurs initiatives, leurs réflexions, leurs challenges autour de ce sujet passionnant. Donc, bonjour, Madame Castelmolière, bonjour, responsable des achats médicaux au CHU de Toulouse. Bonjour, Monsieur Ingels, donc pharmacien au CH de Valenciennes. Bonjour, alors Monsieur Perrin qui va pas tarder à se connecter et Monsieur Talek, directeur achat au CHU de Rouen. Bonjour. On aura Bonjour. donc On accueillera donc en fin de session aussi donc notre président de Johnson MedTech France, donc François Godmet, qui vous partagera aussi nos actions sur le sujet, nos challenges, et il participera aussi au débat. Donc pour cette session, le déroulé, l'exercice, chaque intervenant aura une dizaine de minutes pour présenter ses initiatives, ses réflexions et surtout lancer, vous le voyez, une question, un sondage pour débattre ensuite autour de ce sujet-là. Donc vous l'avez compris, cette session est interactive. Elle ne sera pertinente que si vous participez. Donc, voici ici le QR code pour aller sur la plateforme WooClap. Donc, je vous laisse quelques instants pour saisir votre téléphone, scanner le QR code. Donc, on a prévu 7 questions sondage tout au long de cette session d'1 heure qui vont alimenter tout ce débat-là. Et je m'adresse aussi aux collègues industriels, puisque je pense qu'il y en a un certain nombre qui participent aussi à cette session symposium. Connectez-vous sur cette appli parce que vous serez sollicité en fin de session sur une ou deux questions. Donc voilà, je vous laisse vous connecter quelques instants. Bien sûr, je vous remettrai ce QR code au fil de l'eau pour que vous puissiez le saisir. Donc n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas surtout, tout au long de la session, à poser vos questions, vos réponses. On veut que ce soit interactif, on veut qu'il y ait des échanges. Donc il y a aussi ces questions-réponses dans le Zoom, prévues pour ça, pour que vous puissiez intervenir. Donc, si je commence l'année 2023, en introduction, vous le savez, 2023, c'est l'année de la transformation écologique de notre système de santé, portée par le rapport du Suivi Project. On a la feuille de route de France Nation Verte. On a aussi sur la planification du système de santé. On a des nouveaux outils, des supports de la NAP qui ont été présentés il y a la semaine dernière. Et puis, il y a évidemment une vraie sensibilisation du sujet dans vos établissements de santé, en particulier au bloc opératoire. Je parle de cette mouvance de Green Bloc qui prône une chirurgie éco-responsable. Et souvent, c'est axé au début, on l'a vu, sur les déchets. Et il tend aujourd'hui à conceptualiser un petit peu plus les choses aujourd'hui en réfléchissant autour du réutilisable, introduisant aussi la notion de parcours de soins, même de pertinence de soins. Et surtout, il questionne bien sûr les acheteurs et les industriels. Alors, plusieurs établissements se sont déjà emparés du sujet avec des stratégies différentes. Et je propose, dans un premier temps, d'aller au CHU de Rouen, avec Ronan Talek pour une approche globale qu'il va vous présenter avec son initiative. Oui, bonjour à tous. Je vous propose de commencer cette session par quelques éléments généraux avant que mes collègues approfondissent certaines idées qui vont être développées. Alors, une façon d'entrer dans la transition écologique et la décarbonation et de mesurer l'empreinte carbone de son établissement. Le CHU de Rouen a mené ce bilan a conduit ce bilan des émissions de gaz à effet de serre en 2022. C'est la 4e édition consécutive d'ailleurs du bilan carbone que nous réalisons, donc avec un cabinet habilité par l'ADEME pour ce type de travail et qui a été conduit donc en 2022 avec un recueil de données très important pendant une longue période avant une analyse de données. Alors, vous avez ici dans ce graphe le résultat de notre bilan des émissions de gaz à effet de serre. Donc, le CHU a produit en 2021 donc 111 000 tonnes équivalent CO2. Alors, au-delà de ce chiffre en valeur absolue, ce qui est intéressant de regarder, c'est les parts relatives des différents secteurs d'émissions. Et le poids le plus important est porté par les émissions importées, les intrants. Finalement, ce sont les émissions importées issues des produits et services
est issu donc de nos fournisseurs. 71% donc du poids de carbone du CHU de Rouen, devant l'énergie, devant les déplacements, les équipements et le patrimoine immobilier, et largement devant les déchets, 4%, donc, qui est souvent le point d'entrée dans la transition écologique à l'hôpital. Et vous voyez qu'il y a un axe de réflexion important autour des émissions importées. Alors, dans ces émissions importées, 66 000 tonnes équivalent CO2 sont émises par les produits de santé, médicaments et dispositifs médicaux, qui représentent finalement 83% de ces émissions importées et 60% globalement de l'empreinte carbone du CHU. Donc voilà, c'est une première donnée intéressante évidemment pour prioriser nos plans d'action. Une deuxième diapositive ou une deuxième façon de présenter ce bilan carbone est l'analyse par segment d'activité qui montre que le soin représente le poids le plus important, 67%, devant les bâtiments, la mobilité, la restauration ou les déchets. Voilà, bon, c'est bien entendu en phase avec le cœur de métier du CHU. Alors, quelle suite donner à ce travail Eh bien, nous avons choisi de conduire des ateliers de réflexion et d'échange qui vont nous permettre d'établir notre plan de transition, qui est aujourd'hui un élément réglementaire qui accompagne le bilan carbone. Et donc, il va définir nos orientations, nos objectifs, nos moyens, notre agenda pour réduire l'empreinte carbone du CHU. Donc, nous avons rassemblé une représentation assez large de la communauté hospitalière avec des médecins, des soignants, des pharmaciens, des acheteurs, pour débattre sur cette question sur deux ateliers particuliers. Un premier sur l'éco-conception des soins. Donc là, il s'agit de réfléchir à l'évolution de nos pratiques tout au long du parcours de soins et de les rendre donc plus durables. Et l'autre sur la décarbonation des achats. Donc c'est sur ce point-là que je voudrais juste terminer. Diapositive suivante. Pour vous dire qu'effectivement, nous avons proposé d'aborder cette question de la décarbonation des achats selon l'approche de l'économie circulaire, une approche qui analyse en fait le cycle de vie des produits depuis leur conception jusqu'à leur élimination, en passant par toute leur vie à l'hôpital. Et donc, ici, dans ce schéma, est présenté les 8 domaines clés de l'économie circulaire sur lesquels nous pouvons agir, depuis l'éco-conception, même si celle-ci relève beaucoup évidemment de l'action du fournisseur, du constructeur, jusqu'à la fin de vie des produits. Alors, on a travaillé dans ces ateliers sur les différents thèmes ou domaines de l'économie circulaire qui nous ont amenés à mettre en avant un certain nombre d'axes sur lesquels on souhaite poursuivre nos travaux, notamment sur le sourcing durable, où on va se poser la question de l'usage unique ou de réutilisable, notamment dans les dispositifs médicaux de chirurgie. Dans la question de l'économie de partage, on a souhaité approfondir la question de la dimension de partage dans la gestion du parc biomédical, et notamment, il s'agit de repenser certains parcs de matériel sous forme de pools mutualisés au bloc opératoire, c'est possible, et notamment, on a parlé de baies de chirurgie, peut-être à moins utilisées en silo et peut-être plus à partager. Donc là, il s'agit vraiment de privilégier plutôt l'usage que la possession, ce qui nous permet aussi de réduire le nombre de produits manufacturés qui rentrent dans l'hôpital. On a, en matière d'approvisionnement durable, une thématique sur la rationalisation de nos commandes fournisseurs pour réduire le fret fournisseur. Je crois qu'on l'évoquera un peu plus tard tout à l'heure. De maîtriser aussi nos stocks centraux et déconcentrés pour réduire le gaspillage, pour réduire les périmés. Ça, c'est un sujet qu'on a déjà travaillé au CHU de Rouen, qu'on va encore approfondir dans les blocs et dans les services de soins. En matière de consommation durable, nos professionnels ont souhaité qu'on approfondisse la question de la maîtrise de l'utilisation des kits de dispositifs médicaux, qui sont source de gaspillage souvent, et de remettre en question en tout cas les kits customisés. Et puis,
évidemment, se pose toujours la question, et on a souhaité l'approfondir également, de la rationalisation, de la limitation des gammes de dispositifs médicaux stériles pour un même usage. Et enfin, bon, on a souhaité, sur la question de la fin de vie des produits, identifier de nouvelles filières et puis collecter les déchets recyclables. Ça, c'est en cours sur l'ensemble des services hospitaliers du CHU. Alors, on a deux questions qu'on souhaite vous poser. Ah, j'y vais. Alors pour ceux, alors je sais qu'il y en a certains qui ont du mal à saisir le QR code avec leur téléphone. Donc juste avant de poser la question, je vous remonte un peu si vous n'avez pas le QR code, vous pouvez aller sur booklab.com et enregistrer, entrer le code d'événement. Donc JIRCCF. D'accord? En attendant que vous saisissiez ça, je reviens à cette première question. Donc pour ceux qui sont connectés sur Booklab, vous devez voir apparaître une première question. Et donc, je vous laisse répondre. Donc, votre établissement a-t-il réalisé déjà son bilan carbone à effet de serre? On sait que l'ANAP va mettre en place des outils dans le premier trimestre 2024, très performants pour calculer de manière automatique quasiment donc, vos bilans carbone. Voilà. Et en attendant qu'on a une trentaine de réponses pour l'instant, je repartage le QR code et le code pour se connecter sur vos claps. Alors, je vous propose qu'on regarde les résultats. Donc, 35%, un tiers qui ne sait pas. Oui, il y a une trentaine, donc c'est assez équilibré entre les trois réponses. Ça montre bien ce qu'on s'attend un petit peu. Hein. C'est poser la question, est-ce qu'il faut mettre la question je ne sais pas? Ben oui, c'était pertinent, monsieur Talek, de vous poser cette question-là. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est une incitation très forte, je pense, à conduire ce type de travail, parce que c'est d'une part un levier fort de mobilisation du collectif, parce que pour renseigner un bilan carbone, il y a un travail de collecte de données très important. Et deuxièmement, ça permet aussi d'identifier vraiment les enjeux majeurs. On a bien vu que typiquement en première intention, les hospitaliers, parce qu'ils ont une culture du tri, des tasseries, etc., se mobilisent sur le tri des déchets. Or, effectivement, on observe clairement que dans les établissements de santé, je pense que c'est le cas au CHU de Rouen, mais c'est le cas dans les autres établissements de notre dimension, les enjeux sont aussi largement ailleurs, notamment sur toutes les émissions importées, sur l'usage des produits hospitaliers, le bon usage des produits hospitaliers pour éviter le gaspillage, notamment. Donc, voilà, en tout cas, on voit que les établissements qui ont réalisé un bilan carbone sont minoritaires, mais il y a objectivement vraiment un intérêt, et j'invite vraiment à que la communauté se mobilise aussi pour cela. Ouais. Deuxième question, on reste dans cette dynamique. Donc, la question, donc avez-vous déjà engagé des échanges avec les chirurgiens sur la décarbonation des achats? Pareil. On va voir les résultats. Qui bouge, qui fluctue. C'est quand même une bonne nouvelle. 60% de discussions qui ont débuté avec vos équipes chirurgicales. C'est plutôt rassurant, une bonne maîtrise. Et puis, on voit qu'il y en a quand même encore 36%. Donc, c'est un sujet qui n'a pas été forcément abordé. Alors, ce que c'est parce que c'est un sujet qui n'est pas forcément porté par la direction achat et des pharmaciens. Je ne sais pas. Vous en pensez quoi? Non, en tout cas, bon, on voit que c'est quand même très, très largement engagé, que c'est majoritairement engagé dans l'échantillon là qui est observé. Et on va peut-être inciter en tout cas à poursuivre avec les interventions qui vont suivre. Eh bien, allons-y.
Je vous propose qu'on continue nos échanges, partir cette fois-ci à Nancy avec Monsieur Franck Perrin. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, moi, votre nom, il y a marqué Castelmolière Marion. Oui, Comment? je remercie Marion. J'ai eu quelques problèmes de connexion. Elle m'a gentiment prêté son lien de connexion. Du coup, je prends son pseudonyme. Voilà. Enchanté. Avec Euh, plaisir. Franck. J'espère que voilà, t'es pas déçu. Loin de là, loin de là. la note, il y a les lunettes qui sont les mêmes, c'est parfait. Et le casque. On continue, allez-y. Je vous laisse introduire votre sujet. Très bien, merci beaucoup. Donc bonjour à tous. Effectivement, donc je me présente rapidement, Franck Perrin. Donc je suis le coordonnateur achat médical sur la partie GHT Sud-Lorraine, donc basé à Nancy, et donc affecté totalement à 100% à la direction achat. Et comme vient de le démontrer et l'illustrer Ronan Talek de Rouen, la première position à avoir, c'est de voir comment les achats peuvent être décarbonés, mais le mettre en opposition quand même avec la décarbonation des pratiques médicales. C'est deux notions quand même différentes, puisque effectivement, quand on va parler achat, on va parler produits de santé, on va parler dispositifs médicaux, on va parler y compris sur les matières médicamenteuses. Et bien souvent, les prescripteurs, médicaux ou non médicaux sont bien engagés, sont souvent engagés même au domicile pour, avec, des volontés, d'apporter, cette dimension jusqu'à l'hôpital. Mais pour autant, est-ce que ils vont être, ouverts à travailler sur leur pratique médicale, à changer de produit, si tant est que, ce dernier est fortement consommateur, ou, générateur de carbone? C'est un petit peu plus compliqué. Et comme l'indiquait Ronan Talek, certains ont déjà initié des rencontres avec leurs chirurgiens, souvent dans une démarche de politique ou de démarche RSE au sein de leur établissement, de ce terme développement durable. Et donc, quand on va parler de RSE, on va se tourner vraiment vers la pratique, sur l'effet transverse des pratiques médicales, de nos, euh, de nos comportements au sein de l'hôpital. Et donc, en interne, vraiment, c'est cette notion de politique RSE qui va se développer. Quand je vais parler achat, ben, je vais regarder plutôt du côté externe, c'est-à-dire qu'en tant qu'acheteur, je vais regarder ce que les fournisseurs sont capables de m'apporter ou finalement, dans le cas présent, d'éviter de m'apporter du carbone, d'éviter de générer par des achats finalement qu'on va appeler décarbonation importée dans nos pratiques. Comment, bah, ces fournisseurs vont éviter que je consomme de plus en plus de carbone ou de générer de carbone dans mes pratiques. Et là, bah, notre tendance naturelle est de dire, et puis ça c'est largement communiqué dans l'opinion publique, de travailler sur l'analyse en cycle de vie du produit, d'essayer de voir comment ce produit, où est-ce que ce produit va générer un impact carbone majeur. Et là, ça va commencer à se compliquer sérieusement pour les industriels, puisque bah, une analyse en cycle de vie pour un produit bah, commence très très haut. Ça commence sur la R&D, dans la recherche et développement, ça poursuit sur les étapes de production. Ces étapes de production peuvent être même réparties sur différents pays pour un même produit, voire après on a des étapes de distribution, de vente médicale, pour finir sur les étapes finalement de logistique qui vont impacter ce bilan carbone qu'on va importer dans notre établissement. Donc clairement, si on va tête baissée dans cette analyse en cycle de vie et donc pour produire ce carbone, je pense qu'on va droit dans le mur et finalement, on va avoir des chiffres et finalement, on n'est même pas sûr de pouvoir les analyser correctement, voire de pouvoir distinguer les entreprises entre elles, tellement la complexité de calcul à ce niveau-là est assez prégnante. Pour autant, peut-être que dans quelques années, on sera meilleur,
peut-être que dans quelques années, on aura des méthodes de calcul plus optimisées, des indicateurs, peut-être même des labels européens ou autres qui vont se travailler pour développer ces choses-là. Je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, c'est quand même un peu tôt de rentrer tête baissée dans cet indicateur. De plus, très souvent dans l'opinion publique, on se dit: «Bah, plus ça vient de loin, plus, ça va être générateur de carbone». Ça sous-entend 2 idées, c'est-à-dire que, premièrement, la France est censée être meilleure en termes de production, décarbonée, on va dire, de ces produits. Et la deuxième idée, c'est que finalement, le carbone est principalement géré par le transport, des dispositifs médicaux. Or, finalement, quand on regarde bien et les différentes études, on voit que le transport est une partie, pas tout à fait, primordiale dans ce bilan carbone de chaque produit. Et en plus de ça, finalement, si on importe des produits, de l'autre bout du monde pour produits finis, pour les apporter directement en Europe, puis après les distribuer, ou bien qu'on amène la matière première en Europe pour la retravailler, puis après la redistribuer, on se rend compte que finalement, peut-être qu'on a des transports tout à fait équivalents en termes de carbone. Il faudrait en tout cas que les entreprises soient dans des pays qui utilisent des énergies plutôt décarbonées, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les pays, y compris en Europe. Heu pour cela, bah, il va falloir cibler ces entreprises. Donc pas facile et en plus, se rajoute une notion, de prix. Est-ce qu'on est prêt, dans le cadre des matières premières, importées, est-ce qu'on est prêt à payer plus cher, des produits sur des territoires dans lesquels finalement les protections sociales sont plus, élevées, les salaires plus élevés également? Et est-ce qu'on est prêt à payer des prix plus chers? Donc c'est très ouvert mais à ce moment-là, eh ben, tout est sur le tapis. Est-ce qu'on peut avoir, la diapo suivante? Donc finalement, là-dedans, c'est pas évident de travailler, et de bien cibler la bonne approche. Je dirais que, sur Nancy, on a commencé modestement à agir là où on avait un impact. Comment cibler le juste impact? Comment cibler les actions à mettre en œuvre? Et ben, on va travailler sur une analyse, en cycle de vie certes, mais plutôt sur la partie gestion de risque. Donc on va imaginer, les risques environnementaux et de carbone qui peuvent être liés à chaque étape, du cycle de vie. Et on voit que finalement, une des étapes majeures qu'on peut, mettre en avant, c'est, finalement notre logistique du dernier kilomètre, avant tout. De voir aussi, ce qu'on peut générer, comme clause déchets, c'est-à-dire éviter, des déchets supplémentaires dans les composants plastiques et utiliser de plus en plus de filières, de recyclage. Et donc pour ça, et ben, ça, c'est ce qu'on avait appelé la décarbonation, on va dire indirecte, plutôt par rapport à la décarbonation directe visible. Et donc on va essayer de mettre en place des études, des projets d'achat, de manière à effectivement amener des plans de progrès logistiques sur des diminutions, de livraison carbone. Et il est pas rare finalement que, heu, quand on regarde, bah, pour certains fournisseurs, on est jusqu'à, 700 ou 900 commandes annuelles, ce qui génère quand même un circuit logistique, routier assez important puisque jusqu'à 2 à 3 commandes par jour, y compris jours fériés, génère forcément beaucoup, beaucoup de camions. Est-ce que je peux avoir la diapo suivante? Donc, c'est effectivement comment limiter les transports liés à mes propres commandes. Donc effectivement, plan de progrès qui se travaille à 2, qui est d'abord initié par et intégré par, notre établissement dans les contrats. Donc, en imposant de travailler avec le fournisseur pour, rationaliser les commandes, essayer de travailler sur sur des camions entiers, des choses comme ça, de regroupement de commandes.
Mais également, on a un projet de travailler avec de l'intelligence artificielle sur la gestion de stock pour essayer de prévoir à l'avance nos consommations de manière que l'industriel puisse être déjà averti qu'on va consommer dans les prochaines semaines, prochains mois, ce type de dispositif, et de permettre aussi à nos gestionnaires de stock, à nos approvisionneurs, de pouvoir rationaliser des commandes de façon tout à fait éclairée. Donc, on a ce projet avec une petite start-up locale, avec, ça va être notre cerveau ordinateur de notre WMS interne. Ça va également effectivement bien étudier parce que, le juste besoin, pardon, est également un levier très important au niveau, du CHU de Nancy, et on a essayé de le traiter, sur les trousses composites, sur, les packs qu'on met à disposition de nos chirurgiens dans les blocs opératoires que Ronan avait déjà, abordé, dans sa présentation. Et on va travailler avec, nos prescripteurs sur la juste qualité, c'est-à-dire est-ce que, on ne peut pas diminuer l'épaisseur, du champ? Est-ce qu'on a, aussi le bon nombre de compresses? Est-ce qu'on n'en a pas trop? Est-ce qu'on n'a pas le bon, vraiment adapter le plus, rigoureusement possible la composition de la trousse, et également sur, les notions qualitatives, plastiques et autres. C'est quelque chose qui est très apprécié des utilisateurs, avec également peut-être un peu d'excès finalement, parce que certains composants d'un pack composite sont, éminemment nécessaires à la production industrielle, pour ce type de dispositif, notamment des petits bouts de papier, qui vont permettre d'éviter de l'électricité statique entre les champs, et sans quoi, c'est, impossible d'aller jusqu'au bout du processus industriel. Donc, il y a des dispositifs qui ne pourront pas être éliminés malgré tout. On a Monsieur essayé Perrin, aussi, Monsieur Perrin, je pense qu'on va rapidement passer aux questions, donc juste finir pardon. la slide, et puis on passera aux questions. Oui, donc un échec avec l'usage unique, usage multiple, lié à des difficultés pour passer avec des prescripteurs qui sont peut-être trop attachés à l'usage unique malgré tout, et on pourra se demander finalement si la diminution de carbone, oui, mais jusqu'à quel, prix, est-on, prêt à payer pour diminuer le carbone? Le prix de 2 sens. Est-ce que c'est la consommation en eau, qu'il faut aussi, lorsqu'on passe à l'usage multiple, avec la stérilisation qu'il faut prendre également en compte, avoir le juste impact tarifaire, et finalement, quel est l'impact réel environnemental sur cette baisse, du carbone? Et donc, bah, on va passer sur les questions. Merci beaucoup. Et une des questions qu'on souhaitait vous partager, est-ce que vous connaissez le nombre annuel moyen des commandes chez vos plus gros fournisseurs dans votre établissement, donc pays, soit 50, 100, 300, 500 ou plus? Franck Perrin parlait de 700, par exemple, si j'en ai un ou deux fournisseurs, ou je ne sais pas. C'est effectivement la top réponse, on va dire. C'est ça. Ce nombre annuel moyen n'est pas forcément, quelque chose qu'on suit traditionnellement, hein, dans les PUI, dans les services approvisionnement, notamment, pour les plus gros fournisseurs. Heu, Souvent c'est méconnu. En tout cas, c'est, ce qui peut ressortir des résultats. Voici les Heu, résultats. Effectivement, on voit que les 2 top réponses, c'est des grandes quantités de commandes, ou alors, un peu ignorants. C'est-à-dire ne sachant pas, à quel niveau on se positionne. En général, c'est lié à ces top réponses sont liées finalement à notre système informatique, hein, qui permet de générer énormément de commandes par fournisseur, et finalement aussi avec des contraintes de stockage qui sont dans nos établissements, donc pour diminuer nos stocks. Là, il faudra choisir, est-ce qu'on veut décarboner ou est-ce qu'on veut stocker moins? Donc, il faudra choisir peut-être un de ces 2 axes. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on continue et qu'on passe rapidement à l'intervention de Didier Jens. On part au siège de Valenciennes sur cette fois-ci une estimation du bilan carbone de l'AST. Donc, je vous laisse animer Monsieur Ingels. Ouais. Bon, bonjour à tous. Donc nous, on va vous présenter un petit peu un des travaux développement durable de l'établissement. Donc on a fait une estimation du bilan carbone de l'AST dans le but
effectivement d'optimiser ce process de ST, mais également d'engager des comparatifs, usage multiple, usage unique, pour argumenter un petit peu donc le passage éventuel ou le repassage à usage multiple. Donc, diapo suivante. Ouais. Donc, on a utilisé la méthode BGS, qui est la méthode de bilan d'émissions des gaz à effet de serre, donc qui correspond en fait à l'identification des données d'activité par les facteurs d'émission. Donc, on a récupéré dans la base carbone de l'ADEME. Données suivantes. Donc, cette méthodologie elle prend en compte trois scopes. Donc, le scope 1 qui correspond à l'émission directe des gaz à effet de serre, le scope 2 qui correspond à l'émission indirecte de ces gaz à effet de serre associés à l'énergie. Là-dedans, on va retrouver l'électricité et des choses autres que l'électricité. Le scope 1, on retrouve essentiellement tout ce qui est carburant et gaz. Et le scope 3, le 3, c'est le reste, c'est les déplacements domicile de travail, les produits, services, les immobilisations, également les déchets. Diapo suivante. Donc les résultats sont repris ici sur ce petit tableau. On voit que les principaux générateurs de gaz à effet de serre, bon, c'est pas une surprise, c'est l'énergie, essentiellement le gaz. Le transport déplacement pour une OST, c'est pas énormément, hein, ça correspond essentiellement donc, à nos fournisseurs, c'est peu de commandes à l'année. Le deuxième point important, c'est l'électricité, on est toujours dans l'énergie, donc sur le scope 2. Et ce qui est intéressant aussi de constater, donc les immobilisations, c'est le matériel avec tout le cycle complet, donc cycle de vie de ces différents matériels, que ce soit les verres désinfecteurs, les autoclaves, ou tout ce qui est en place, qui dépend du biomédical en stérilisation. Et il y a aussi donc l'aspect transport et déplacement des employés. Nous, on a une équipe de à peu près 30, une petite quarantaine de personnes. Et donc, on se retrouve quand même avec un impact, le troisième impact donc d'émissions au niveau du service. Diapo suivante. Donc, ce qui nous donne en résultat, donc si on met par unité d'œuvre, on a 80 grammes d'équivalent carbone, de grammes équivalent carbone par unité d'œuvre. On l'a ramené à l'instrument, ce qui est plus intéressant si on veut comparer donc à un matériel d'usage unique. Donc, sachant qu'aujourd'hui, on a à peu près un peu plus de 1,7 million instruments stérilisés par an sur notre stérilisation. Et donc, on est à 300. Je pense qu'on a perdu Emmingels. Il a dit qu'il y avait des sujets de cybersécurité à la siège de Valenciennes. Donc, en attendant, sachez que la session, ces impôts sont enregistrés sur YouTube. Donc, vous pourrez les revoir. Je pense qu'on coupera cette partie-là pour la suite. On va attendre quelques instants qu'ils puissent revenir. Donc, n'hésitez pas aussi à poser vos questions sur le questions-réponses, si vous en avez. Je pense ce qu'on va faire, c'est qu'en attendant qu'ils reviennent, on va tout de suite vous poser la question qu'il avait prévue, qui était intéressante. L'idée, c'est de savoir si la démarche basculement en usage multiple, est-ce que ça vous paraît pertinente et réaliste? Donc, allez-y. Et on demandera à Yves donc, de commenter cette slide-là. C'est vos réponses. Ça fait c'est un sujet de débat au sein du groupe, hein, cette démarche de basculer en usage multiple, en réutilisable. C'est certainement un sujet ou une discussion que vous avez aujourd'hui dans vos établissements aussi. Ah, Ah, excusez-moi, j'ai eu un problème de batterie. de batterie. Ah, Ouais, nous revoilà. Pas de bol, c'est juste au bon Monsieur moment. Miguel, Oui, j'ai un peu avancé, j'ai posé la question. oui. Nous, je Et, reprendrai la conclusion après, c'est pas grave. on fait comme ça. Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Très bien. Donc, on attend. Donc, on va voir les résultats donc, des participants. Donc, démarche pertinente et réaliste à plus de 50, plus de la moitié en fait, de cet échantillon. Voilà, je ne sais pas, 20%. Voilà. Donc, donc, je vous laisse, je reviens sur la présentation et puis avec ces Ouais, éléments-là, vous pourrez en fait ouais.
Je suis désolé. Pas de- Donc, on en était là. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a un équivalent, donc au niveau de Valenciennes, de 320 grammes d'équivalent CO2 par instrument. Ce qui devrait nous permettre, donc, aujourd'hui, de faire les arbitrages entre usage unique, usage multiple, alors, dans la mesure où on arrive à calculer. Les présentations précédentes nous ont expliqué que ça allait être un peu compliqué dans certains cas de savoir un peu l'impact carbone de certains dispositifs à usage unique. Donc, diapo suivante. Donc là, ça reprend un peu nos perspectives. Donc, la première, c'est optimiser l'empreinte carbone au sein de l'unité 2C pour optimiser l'AST. Donc, cet impact peut être diminué d'emblée là, de 25%, puisqu'on a constaté, au final, on a des laveurs aujourd'hui qui sont alimentés par une chaufferie qui est chauffée au gaz, ce qui nous génère un impact très important. Donc, on est en cours de renouvellement de ces laveurs. Donc, dès l'an prochain, on devrait économiser 25% de cet impact carbone au niveau de l'AST, ce qui devrait encore améliorer les performances de l'AST en faveur de l'usage multiple. Ce qu'il est prévu également de faire, ce qu'on n'a pas encore commencé, donc ce qu'on va démarrer là, incessamment sous peu, c'est la comparaison du coût écologique entre de l'AST vapeur d'eau classique et de la stérilisation au peroxyde d'hydrogène basse température. Diapo suivante. Donc, le deuxième intérêt de tout ça, bah, c'est d'optimiser l'empreinte carbone au sein. Oui, non, mais ça, on l'a déjà dit. Il y avait aussi la comparaison du non tissé versus conteneur, qui sont les deux modes d'emballage au niveau d'une OST, pour voir un petit peu bah, l'intérêt de passer de l'un à l'autre. Et tout en prenant en compte, il y a l'aspect écologique, mais il y a aussi l'aspect social en termes de poids, d'ergonomie, de maniabilité, etc. Et l'aspect économique en termes donc de temps agent, de coût des emballages on l'a dit aussi tout à l'heure, c'est qu'est-ce que l'établissement est capable d'accepter comme différentiel de prix pour passer sur des choses un peu plus vertueuses en termes de poids carbone. Diapo suivante. Et donc, les deuxièmes travaux qui vont être lancés, c'est d'optimiser au niveau de la structure de l'hôpital et à savoir évaluer l'impact écologique des dispositifs médicaux traités pour l'établissement extérieur et des dispositifs médicaux à usage multiple versus usage unique. Sachant que là, il y aura un gros impact non seulement, alors peut-être financier, ce sera à étudier, donc on pourra vous en parler quand les études seront finies d'ici une paire de mois, mais aussi à tout l'impact organisationnel, puisqu'il faut remettre en place des circuits de réutilisables, de prédésinfection, des circuits de ramassage, de distribution, donc ils ne sont plus forcément existants aujourd'hui, ou en tout cas existants à petit régime dans les établissements, et donc il va falloir remettre en place. Donc il va nécessiter en fait des dossiers institutionnels, à la fois de remise à niveau des moyens de l'AST et de remise à niveau donc des moyens organisationnels pour prendre en charge donc, ces dispositifs et usages multiples. Donc dans la mesure où effectivement on montre qu'il y a un intérêt à le faire à la fois financier et impact carbone. Voilà, je trouve que j'ai terminé. Il y a encore une Voilà. diapositive. Non, c'était Voilà, juste. donc c'était le questionnaire et donc Et donc, alors, justement, si on vous posait la question, pour vous, avec les éléments que vous proposez ici, c'est plutôt pertinent ou il y a quand même des points de vigilance? Je pense qu'aujourd'hui, il y a déjà eu des gens qui ont enclenché ce type de processus, de rebasculer un certain nombre de choses à usage multiple. Alors, il y a à la fois de l'usage unique stérile vers de l'usage unique non stérile, dans la mesure où votre stérilisation est optimisée. Ensuite, il y a l'aspect, Marion en parlera tout à l'heure, de basculer du stérile vers le non stérile, puisqu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses au niveau des soins qui sont utilisés avec du stérile qui ne nécessitent pas forcément de matériel stérile. Donc ça, chez nous, je sais qu'il y a aussi eu des choses d'engagées à ce niveau-là, où on a basculé là de l'usage unique stérile vers du non stérile, mais qui va être nettoyé dans les services, parce que qui dit non stérile dit réutilisation, dit nettoyage. Donc il faut aussi évaluer l'impact que peut avoir le nettoyage, que ce soit dans un service de soins, dans une OST, enfin tout ça, ça utilise des produits chimiques, ça utilise de l'eau, même si c'est à petite échelle, il faut quand même analyser l'impact à ce niveau-là. Il faut toujours travailler ça au complet pour avoir l'évaluation la plus fine possible, pour avoir la justification ou pas de l'action à D'accord. mettre en œuvre. Très bien, merci. Je vous propose dans ce cas-là de continuer avec Mme Castelmolière. Et puis, on va aborder je remets ce QR code, s'il n'est toujours pas noté, puisque là, on va aussi solliciter des industriels. Donc, juste pour vous dire, donc on va
aborder les relations avec les industriels. Et donc, on a invité aussi notre président Genji MedTech France, François Gonnet. Est-ce que tu es là, disponible pour ensuite participer au débat suite à l'intervention de Marion? Absolument, Cyril, je suis là. Merci. Bonjour, je te laisse peut-être te présenter rapidement en quelques mots, puis ensuite on attaquera la présentation. OK. Bon, bonjour à tous. Je m'appelle François Godmet, donc je suis président de Johnson & Johnson MedTech France et je suis aussi membre du conseil d'administration du SNITEM. Donc, je travaille avec les entreprises du secteur sur les enjeux du développement durable notamment. Merci. Madame Castelmolière, je vous laisse donc partager vos réflexions. Bonjour à tous. Merci pour votre invitation ce jour pour intervenir sur ce thème des achats éco-responsables. Donc, quand est-ce qu'on intervient avec nos fournisseurs dans cette dynamique et cette thématique? Essentiellement au moment où on met en place nos contrats ou au moment où on les exécute. Donc, je dirais que le premier point qu'on doit échanger avec nos industriels, c'est de partager nos niveaux de maturité au cours du sourcing fournisseur, de bien connaître l'offre disponible et que les fournisseurs aient la transparence de nous dire ce qu'ils sont en mesure de faire et ce qu'ils ne sont pas en mesure de faire pour qu'on puisse adapter aussi nos demandes et nos souhaits à ce qui est envisageable en termes industriels. Donc, pour faire ça, il faut qu'on ait une communication qui soit assez large et opérationnel entre le trio qui est le trio et le quatuor, l'industriel, l'utilisateur, le prescripteur et l'acheteur, pour qu'on ait tous le même niveau d'information et qu'on soit en mesure de déterminer le plus facile actuellement, qui est un critère discriminant, un critère RSE. Donc je dis discriminant puisqu'il faut que la pondération elle soit suffisante pour que ça ait un impact sur le choix de l'attributaire définitif par rapport à une offre qu'on aurait sollicitée. Et un critère discriminant objectivable, donc en lien réel avec l'objet du marché, donc qui s'applique réellement au produit que l'on va choisir, au produit ou à la prestation que l'on va décrire. Dans les exemples qu'on peut citer, actuellement, ce qui peut se faire de façon assez naturelle et qui est demandé dans les appels d'offres, c'est une analyse de la chaîne logistique qui peut être partielle ou beaucoup plus avancée. On peut interroger les fournisseurs sur leur diversité de sources de matières premières, le nombre de kilomètres parcourus, les différents pays en fait qui interviennent dans la chaîne de conception, de fabrication, de conditionnement, stérilisation, etc., stockage. Cette analyse, elle est faite en pratique. Malgré tout, on se rend compte au vu des réponses que les fournisseurs n'ont pas forcément toujours le même niveau d'information en fonction des gammes de produits et que même eux ont peut-être des difficultés à fournir des éléments. Donc, il faut toujours le rapprocher de l'enjeu et il faut que cette analyse de la chaîne logistique elle soit pertinente et qu'elle ait un impact réel sur le choix du produit que l'on fera in fine. Le deuxième exemple, c'est ce dont on parle régulièrement, qui est l'éco-conception des produits. À ce jour, on n'y est pas. Ce sont des idées et des pistes que l'on lance et que l'on va discuter avec les industriels qui sont connectés. On s'interroge sur le fait de choisir nos produits une fois que le critère qualité est validé par rapport à leur éco-conception. Donc ça peut revêtir plusieurs aspects, comme par exemple la simplification des matières premières. Donc au lieu d'avoir des mélanges de polymères, on a des polymères beaucoup plus simples et uniques pour être capable d'être valorisés. Un démontage d'instruments, par exemple, pour permettre d'avoir d'un côté, une partie plastique recyclable dans les packs plastiques et une partie métal, par contre, qui ira dans un autre container. Ce qui est peut-être plus facile en première intention, c'est de simplifier fortement nos conditionnements. Aujourd'hui, on a peut-être 2 chevaux de bataille qui vont être le matériau de calage quand les boîtes sont toujours standardisées de la même taille et pour lesquelles on va avoir sur une même gamme un tiers des produits qui vont arriver avec un matériau de calage. Je parle de l'emballage secondaire, ou le plastique thermomoulé autour de certains dispositifs. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas allé trop loin dans la protection des produits que l'on livre, au bloc opératoire notamment? Est-ce qu'on a réellement besoin, toujours d'un plastique thermomoulé qui est très encombrant et pour lequel on va avoir des difficultés de recyclage? La deuxième approche que l'on peut avoir, donc là, on a vu la partie amont qui est la partie critères RSE au niveau de nos contrats d'achat, c'est co-construire avec notre fournisseur un plan de progrès au cours de l'exécution du contrat. Donc, qu'est-ce que c'est un plan de progrès? C'est un plan qui est décrit dans le contrat qui nous lie client-fournisseur, qui vise à améliorer les performances techniques, économiques, environnementales et ou sociales tout au long de l'exécution du contrat. Donc,
Alors, cette fois-ci, je crois que l'image de Marion Castel-Moller est Ce qui est très figée. important là, et c'est pour ça qu'on a besoin d'une bonne communication avec nos fournisseurs, c'est de savoir la durée de contrainte industrielle. Pardon, ça a bloqué? Oui, ça a juste bugué, juste quelques sur votre D'accord. juste pour reprendre juste, alors je sais pas exactement où, mais juste, Du coup, c'est mieux. j'expliquais que les plans de progrès, en fait, on revenait en fait à la bonne communication dont on avait besoin avec le fournisseur pour être capable de mener des plans de progrès dont le temps des marchés publics, en fait, est aligné avec le temps de l'échelle industrielle et donc évaluable sur une même durée estimée. Qu'est-ce qu'on peut, à quoi on peut penser actuellement? Parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas de plan de progrès RSE sur les marchés de dispositifs médicaux à l'heure actuelle. C'est travailler avec le fournisseur pour réduire les suremballages et les matériaux de calage tout au long de l'exécution du contrat, donc avoir une évolution en fait de la prestation au cours du marché. Donc on pourrait imaginer qu'on ait une phase de test et de recueil des avis des parties prenantes. Est-ce que l'évolution en fait permet d'avoir un produit qui arrive de toute façon complètement intègre, etc. Est-ce que les cartons ne sont pas déchirés? Donc plein d'éléments de sécurité. On fait évoluer l'emballage et on fait un bilan d'utilisation. Et s'il y a un gain ou une perte, on met en place une clause de réexamen pour définir un nouveau prix. Par exemple, si l'établissement il gagne en termes de revalorisation des déchets, il paye moins cher son déchet, mais peut-être qu'il peut partager ce bénéfice en fait avec le fournisseur qui a investi pour changer son emballage. Et peut-être que le fournisseur qui va faire une économie de matière parce qu'il n'aura pas de plastique thermomoulé mais qu'une poche souple, il pourra faire bénéficier le gain obtenu, le client final. Donc ça, c'est des choses qu'on peut envisager dans une logique de partenariat gagnant-gagnant. Une dixième idée qu'on peut avoir, c'est identifier une filière de recyclage. Ça, ce sera plutôt à l'échelle d'un territoire parce qu'on sait qu'aujourd'hui, au niveau national, on a une disparité très importante des opportunités de recyclage sur nos territoires. L'idée, ce serait de quantifier, par exemple, un ratio d'enfouissement par rapport à ce qui est recyclé, d'identifier les axes d'évolution possibles. Donc, mettons qu'on prend un produit pour lequel on a 70% d'enfouissement et 30% seulement de recyclage. On analyse ce qui est possible sur le marché. On se dit, ben, en fait, on peut complètement inverser le ratio et limiter à 30% l'enfouissage, passer à 70% de recyclage et améliorer ce taux au cours de la durée du marché pour tendre à un objectif commun qui est une meilleure valorisation en fait des matériaux qui sont de qualité dans le dispositif médical. Et enfin, le dernier point que je voulais aborder, je veux bien qu'on change de diapo, s'il vous plaît. Merci. C'est identifier des points clés au niveau de la prescription achat. Et ça, on le sait, on est aussi influencé par ce que les fournisseurs peuvent nous proposer comme solution, etc. Donc, l'objectif, ça serait de repartir sur un principe fondamental de l'achat qui n'est pas lié à la RSE, mais qui est toujours d'actualité, qui est la description fonctionnelle du besoin. Grâce à cette description fonctionnelle du besoin, en fait, on stimule la créativité de nos fournisseurs et on n'achète pas un produit fini. En fait, on peut acheter une solution spécifique de fonctionnement. Le juste besoin, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin effectivement de produits stériles dans toutes nos unités? Est-ce qu'on a besoin de sets, de packs, etc., qui sont distribués larga manu? Je pense par exemple au set à point. Est-ce que c'est nécessaire ou est-ce qu'il faut avoir des éléments séparés? C'est vrai qu'on ne se repose pas forcément la question régulièrement et on n'a pas d'identification de ce qui est réellement utilisé par rapport à ce qui est jeté. En termes d'évolution des besoins, donc là, ce sont des initiatives qui commencent à être très connues, mais l'évolution du drapage sur des custom packs, on sait que c'est un impact très positif en termes de déchets, de temps gagné et d'adéquation des dispositifs par rapport à des actes chirurgicaux qui sont standardisés. Yves m'a introduit un petit peu tout à l'heure le concept, mais aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas allé trop loin dans l'utilisation de l'usage unique stérile et est-ce qu'on ne pourrait pas substituer une partie de ce qu'on utilise par des produits médicalement propres? On sait que sur le marché, notamment aux États-Unis, on a d'autres approches que celles que l'on a développées en Europe, donc on peut s'inspirer de ce qui est fait ailleurs pour lesquels on a du recul avec un taux d'incidence d'événements indésirables, etc. et dupliquer des modèles beaucoup moins énergivores en fait sur des produits médicalement propres. Et après, je partage des informations qui ont déjà été mises en œuvre. On sait que les masques d'anesthésie ont fait l'objet de travaux et que les crochets qui étaient systématiquement associés à ces masques d'anesthésie n'étaient pas forcément utilisés. Donc la plupart du marché aujourd'hui a évolué et a supprimé ces crochets. Alors, ce n'est pas énorme sur un établissement de santé, c'est de l'ordre de 70 à 100 kg de plastique.
mais quand on voit le nombre d'établissements de santé concernés et aujourd'hui notre part de contribution en termes d'impact carbone, chaque petit pas en fait a un impact fort in fine sur nos évolutions de pratique. Une autre évolution qui est en cours, puisqu'elle est permise par le RDM, c'est la notice dématérialisée qui permet de limiter en fait les papiers associés au dispositif qu'on acquiert actuellement. Donc vous voyez que finalement, prendre en compte aujourd'hui un achat RSE, c'est à tous les moments de la chaîne, le critère au niveau du contrat, son exécution et la qualification du besoin initial. Donc du coup, on est vraiment sur les 3 axes pour nous permettre d'être plus pertinents dans nos contrats et de suivre l'évolution actuelle qui est la réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment liées au scope 3, qui correspondent aux achats de biens et de services. Du coup, j'en ai terminé pour ma Très bien. présentation et je Et donc, on vous souhaite vous propose partager une la question. Je vous laisse question. la commenter. Alors, je pense que dans un premier temps, on va Donc, dans un premier temps, vu que ça coupe un petit peu, donc cette question-là est adressée Ah, aux ça y est, pardon. industriels. Ça y est, vous vous en retrouvez. Allez-y, Mme Gasselmeyer. Alors, pour les industriels uniquement, on vous demande de classer les propositions suivantes de la plus simple à la plus complexe à mettre en place au niveau industriel. Donc, pour vous, voilà, quel est le plus facile et le plus rapidement atteignable? La réduction des emballages, donc au niveau de l'emballage primaire du dispositif médical, est-ce que c'est facile à mettre en œuvre? La simplification de la composition intrinsèque d'un dispositif médical, par exemple, simplifier la composition d'un plastique mélangé, un plastique à très haute valeur ajoutée avec un plastique unique, par exemple, on va passer d'un mélange à uniquement du PET qui sera recyclable. Du passage au réutilisable, donc ça c'est suite à l'intervention de Yves en fait, est-ce que ça c'est facile au niveau industriel de faire évoluer les modèles? Un travail sur la réduction des déchets de soins. Est-ce que, par exemple, on peut avoir beaucoup plus de DAOM, beaucoup moins de DASRI et limiter le poids global du déchet généré par le dispositif médical? Est-ce qu'on peut, par exemple, sur un dispositif médical pré-câblé, aujourd'hui avoir une évolution, supprimer le câble ou l'utiliser 10, 15, 20 fois pour limiter le poids du déchet généré? Ça peut être des choses comme ça. Est-ce que développer des DM éligibles au reprocessing, c'est facile à mettre en œuvre, sachant que sur l'Europe, on aura une expérimentation, en tout cas au niveau français, on aura une expérimentation a priori en 2024, même si on n'a pas une mise en œuvre immédiate, on sait qu'il y a d'autres pays qui sont concernés, qui ont déjà activé cette possibilité. Et en dernière proposition, substituer un DM stérile par un DM médicalement propre. Très bien, je pense qu'on a une dizaine d'industriels qui sont présents donc, à ce Sympo. On va On va les laisser répondre. on va les laisser répondre un petit peu. Je vous remontre, normalement, vous avez le QR code. Il y a un algorithme de traitement des réponses derrière aussi. Ouais, ouais. En tout cas, c'est pas évident sur ce téléphone de faire monter, d'en placer du 6 au 1, etc. Bon, déjà, voilà ce Ça qui prend un petit peu de temps. ouais, voilà ce qui ressort déjà. Alors, je sais pas si on peut le voir, comment c'est présenté. Euh, sur les dizaines de réponses, Mm. très lisible tout ça. Donc, on voit qu'en première intention, c'est a priori la réduction des emballages et la réduction des déchets en poids global qui semble l'action la plus simple à mettre en œuvre et peut-être la plus impactante en première intention. Après, c'est beaucoup plus voilà, c'est plus disparate en fonction peut-être des origines des fournisseurs. Mais du coup, soit c'est sur du DM Eligible Reprocessing ou du passage au réutilisable, soit plutôt sur une simplification de produits. Mais on voit en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que finalement, le plus simple, c'est de travailler sur le déchet généré et l'emballage initial. Alors justement, on a un industriel, Johnson Medtech, François Godmet. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça t'inspire? Et si tu peux aussi nous partager un peu la vision de J&J Medtech sur ce sujet-là. Merci Cyril. On n'a pas, je vais essayer de faire ça en 5 minutes, même si le sujet est très vaste. Je dois dire que j'ai pas forcément trouvé facile de répondre à la question qui a été posée de mon côté. Donc, je ne sais pas si c'est rassurant, mais c'est une certaine forme de réalité.
Non, peut-être dire d'abord que, évidemment, on s'inscrit, nous, en tant qu'industriels, dans cet effort et qu'on a une part importante à jouer. D'ailleurs, ça a été très bien décrit par les travaux du Shift Project sur l'impact des dispositifs médicaux et des médicaments sur les émissions de gaz à effet de serre dans la santé. Et pour nous, je pense que la première chose, c'est de se fixer un objectif. Quel objectif on se fixe pour contribuer à cet effort? Et donc, il y a un certain nombre d'industriels qui ont pris des engagements. Je peux donner ceux pour Johnson & Johnson MedTech, mais c'est en 2025, c'est l'utilisation de 100% de nos énergies qui sont des énergies renouvelables sur nos sites de production. C'est en 2030 l'émission nette de carbone zéro pour les scopes 1 et 2, c'est-à-dire les scopes qui concernent nos activités en propre. Et puis, c'est l'ambition avec la signature de la campagne qui s'appelle Race to Zero et qui est supportée par l'ONU, d'atteindre la neutralité carbone pour l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire les scopes 1, 2 et 3. Et donc, avec une ambition qui est très forte et qui va se décomposer sur des étapes pour y arriver. Deuxième chose, peut-être dire qu'au-delà de ces objectifs, maintenant qu'ils ont été, en tout cas, qui sont fixés, qui sont discutés, de dire que c'est un projet pour toutes les entités qui sont impliquées dans cette ambition, c'est un projet humain avant tout, et donc ça nécessite d'embarquer tout le monde, et ça c'est vrai pour les industriels, mais c'est vrai aussi pour tous les centres hospitaliers, les centres de soins. Et donc il faut éduquer, former et fédérer autour de ces problématiques. Et donc pour nous, ça veut dire faire des formations. On participe et on fait participer nos collaborateurs aux travaux de la fresque du climat, par exemple. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion de le faire, mais c'est un exercice qui est très utile pour comprendre quel impact on peut avoir aussi au niveau individuel, avant de regarder l'impact qu'on peut avoir au niveau collectif et organisationnel. Et puis évidemment, et ça a été mentionné aussi par M. Le Tallec tout à l'heure, c'est l'établissement d'un bilan carbone pour nos entités, parce qu'on n'améliorera que ce qu'on mesure. Donc je pense que c'est très important qu'on soit aussi clair sur ce qui constitue nos émissions aujourd'hui, quelle est la part de notre scope 1 et 2, et ça peut varier suivant la part de notre production dans les entités versus scope 3, donc la part des achats. Et puis ensuite, il y a la question des actions. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Et là, évidemment, il y a plusieurs choses. Alors, moi, j'aime bien ce qu'a dit M. Perrin tout à l'heure, c'est-à-dire que peut-être commencer par ce qu'on contrôle et là où on peut avoir de l'impact au plus vite. Et donc là, pour nous, c'est travailler avec les centres de soins sur l'optimisation des commandes, on en a parlé, sur l'optimisation des livraisons. Est-ce que toutes les livraisons sont urgentes? Est-ce qu'il faut systématiquement prendre ou envoyer un avion pour respecter des délais qui sont peut-être pas toujours nécessaires? Donc ça c'est des travaux qui sont faits et qui nous ont permis, en tout cas chez nous, chez J&J MedTech, de réduire considérablement l'utilisation de l'avion avec des services logistiques qui sont plus ajustés, qui sont plus pertinents. On parle de pertinence des soins, mais aussi on peut parler de pertinence des efforts logistiques pour approvisionner nos centres de soins. Et puis aussi, on en a parlé, la gestion optimisée des stocks. Il y a une grande part de la question qui a lieu au gaspillage et donc aux produits qui sont stockés et non utilisés, qui vont périmer et qui seront probablement détruits avant même l'utilisation. Donc ça, c'est aussi une part importante de l'effort qu'on peut produire. Et puis après, il y a tout ce qu'on a discuté sur les efforts au niveau de la conception et du cycle de vie des produits. Donc ça a été rappelé par vous, Madame Cassel-Molière. Et là, c'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux. Alors, il y a des niveaux comme la documentation, vous en avez parlé, on parle beaucoup maintenant de documentation électronique, et ça, la nouvelle régulation MDR nous permet pour un certain nombre de dispositifs médicaux d'adopter des brochures électroniques, donc qui évitent l'utilisation de papier et donc d'arbres. On parle aussi de réduction des emballages. Donc, je vois que ce n'est pas très surprenant, c'est des travaux qui, nous, on a aussi déjà démarré. Je pense que les industriels voient ça comme une première étape sur laquelle il peut avoir un impact. Donc, nous, il y a un certain nombre de produits. Je parle par exemple des produits hémostatiques sur lesquels on a travaillé à réduire de moitié l'utilisation des plastiques de ces emballages. Il y a aussi évidemment la question du retraitement des dispositifs médicaux, dont on a parlé aussi. Alors, les retraitements avec plusieurs implications. Alors, on peut parler du recyclage des batteries, c'est peut-être un niveau de base. Et puis ensuite, il y a effectivement dans la conception des produits, quel type de plastique on va utiliser. Est-ce qu'on peut utiliser des plastiques qui sont recyclables? Est-ce qu'on peut travailler sur la conception des dispositifs médicaux qui permettent la séparation des matériaux? Et par exemple, nous, chez J&J, on travaille à la séparation de l'aluminium dans l'emballage de nos fils de suture.
puisque ces emballages sont constitués à 60% d'aluminium, et cet aluminium peut être réutilisé, recyclé, réutilisé. Et puis il y a aussi, et ça c'est la même logique que celle que vous appliquez dans les centres de soins, c'est la logique de l'achat. C'est-à-dire que nous aussi, on a une partie de nos produits qui sont achetés pour faire, on a des sous-traitants pour faire nos produits, et donc mettre en place des spécifications claires sur nos achats peut permettre de contribuer à travailler sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Voilà, je conclurai peut-être juste rapidement en disant qu'il y a d'énormes efforts qui sont maintenant entrepris, mais il y a évidemment d'énormes challenges aussi, puisque, comme c'est souvent rappelé, on est sur des chaînes de production qui sont souvent mondialisées. Et donc, ça veut dire qu'il y a des enjeux qui sont aussi travaillés au niveau du syndicat du secteur, le SNITEM, sur s'assurer qu'on a des réglementations et un environnement réglementaire qui est cohérent, qu'on n'ait pas des incohérences ou des contradictions entre ce que pourrait imposer une réglementation française versus une réglementation européenne. Donc ça, c'est des travaux qui sont importants au niveau du syndicat du secteur. Et puis peut-être aussi souligner l'importance de mettre en place des critères objectivables. Et ça, vous l'avez aussi dit, Madame Castelmolière, c'est très important de pouvoir travailler sur des critères et sur des preuves sur lesquelles on peut se mettre d'accord et qui permettent de faire la mesure de l'impact carbone de manière objective et de manière sereine. Donc, il y a un travail d'harmonisation qui est à faire sur ces critères et qui va, à mon avis, nous préoccuper ces prochains mois et ces prochaines années. Merci beaucoup François. Et je vois qu'il est 18h01, on s'était engagé à terminer à l'heure. Je vois qu'il y a un questionnaire de satisfaction qui vous est envoyé à l'instant. Je voudrais remercier tous les intervenants. Vous avez compris, développement durable, c'est un sujet fédérateur. Il y a beaucoup d'enjeux derrière. On n'en parle pas suffisamment. Ça donne aussi beaucoup de sens. C'est un engagement collectif, on le voit. Donc, continuons à travailler ensemble, industriels et établissements de santé, pour construire et pour réduire notre impact carbone et avancer là-dessus. Merci beaucoup. Mario Castelmolière, Roland Talec, Franck Perrin, Yves, François Godmet. Merci beaucoup pour votre participation aussi sympa. On aurait pu encore parler de beaucoup de choses. Ouais. Il y avait 2 mains levées dans les questions-réponses. Ouais, allons-y, prenons-les. Attendez, dans les participants, spectateurs, il y a Madame Guzman et Madame Cordo. Je ne sais pas s'ils sont encore là. 3 mains levées, mais je ne sais pas comment on peut gérer. Je ne sais pas si les intervenants ont l'opportunité de poser des questions. Normalement, c'était que dans le module questions-réponses, il me semble. Ouais. Il faut qu'il le pose en question-réponse. Voilà, et pas en... Il faut poser par écrit la question. Il y avait une question, donc une firme a proposé un travail sur le recyclage du métal sur les instruments. Est-ce que c'est... Je pense que c'est pour si on connaît les adresses, des choses comme ça. Ouais. Ouais, mais c'est très loco-régional, ce type de filière. Donc, c'est très compliqué d'avoir des filières complètes proposées par une firme, comme vous dites. En général, c'est lié aussi à ce qui existe localement, le traitement des déchets et les filières de traitement. Donc, un vrai raisonnement local. D'autres questions, je ne pense pas. Non, parfait, on a une réponse. On a répondu à la question, c'est bien. Donc voilà, jusqu'au bout, on y sera allé. Donc, on dépasse un petit peu, désolé. En tout cas, merci encore. Et puis, une prochaine fois, pour approfondir un peu ce sujet-là. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Et une très bonne soirée alors à tous. Au revoir, merci. Au revoir. Il est nul son truc, on ne peut pas discuter là.